Vous écoutez Sérieland et tout au long du mois de juin, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, série, qui se déroule du 30 juin au 3 juillet, je vous propose de replonger dans les fictions françaises qui ont marqué cette décennie. 10 entretiens avec ceux qui ont fabriqué ces séries de qualité. Bref, j'avais repéré cette fille à la soirée de Maud. Alors j'ai demandé à Maud si elle avait un copain. Elle m'a dit je sais pas. J'ai demandé à Kevin, il m'a dit je sais pas. J'ai demandé à Baptiste, il m'a dit j'entends pas. J'ai demandé à Christine, elle m'a dit j'ai pris ça pour un nom. Alors j'y suis allé. Je lui ai fait une blague, elle a rigolé. Je lui en ai fait une deuxième, elle a pas rigolé. Mais elle avait pas compris. J'avais pas compris. Alors ça va. Un mec est arrivé. Je m'appelle Steve. J'ai cru que c'était son mec, alors je suis parti. En fait, c'était son pote homo. Allez, j'y vais, je vais m'éclater. On diamant. Je suis revenu. Pas plus de 3 minutes. Comment raconter une histoire en moins de 3 minutes ? Comment des millions de téléspectateurs se sont laissés embarquer dans les aventures d'un trentenaire parisien, chômeur, célibataire, un peu loser et sans prénom ? Comment une short comédie est devenue un modèle de fiction au point d'être parodiée, copiée sans jamais être égalée ? Comment une série quotidienne d'1 an a redéfini un genre, nous laissant quasi orphelins au dernier épisode, et cette ultime image noire sur laquelle s'est inscrit en blanc le mot « fin ». Comment une fiction a donné une existence à une typographie ? Comment l'écriture et le rythme de ces épisodes de 3 minutes se sont imposés comme une référence ? Bref, comment Bref a changé le visage des fictions françaises au cours de cette décennie. Pour revenir sur ce succès, son producteur Harry Torgman a accepté de regarder dans le rétro. Il évoque l'autofinancement du pilote de la série, la machinerie impressionnante qu'il a fallu mettre en place pour produire très rapidement les 82 épisodes, les heures de sommeil en retard. Il se souvient avec amusement des décors improbables à créer, des accessoires incroyables à trouver et comment Bref a donné naissance aussi à d'autres séries comme Bloqué et Serge le Mito. Sérieland, épisode 88. Bonjour Harry Torgman. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de vous replonger dans cette année 2011. Vous êtes encore, parce que la série existe toujours, le producteur de Bref, 82 épisodes au compteur. Instinctivement, quand je vous dis Bref la série, quelle est la première sensation qui vous revient ? La rapidité, vraiment, d'exécution. Tant dans la production, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on produise ça extrêmement vite. On a fait 82 épisodes en moins d'1 an. Que naturellement, la forme de la série, elle est ultra rapide, quoi. Donc oui, rapidité, je pense. D'accord. Et alors, qui a eu l'idée de Bref ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est Kian Kojandi ou Bruno Muccio ? Ou c'est les trois en même temps ? L'idée de Bref, c'est Kian. Ouais. C'est Kian Kojandi qui l'a eu, qui en a parlé à Bruno d'abord. Bruno a trouvé qu'il y avait une idée très forte. Et puis, ils sont venus me voir avec cette idée-là. Et moi, j'ai dit, c'est extraordinaire. Vous vous connaissiez déjà ? On se connaissait déjà. Vous connaissiez même très bien. Oui, absolument. Et il paraît que le pitch tenait sur un post-it. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai ? Là, ils sont venus me voir avec le premier épisode de la série, le pilote, qu'on vient d'entendre. Eh bien, c'était l'épisode pilote et il y avait une page, oui, tout à fait. Il y avait une page de scénario. Ouais, 1,5 page, ouais. Et vous avez autofinancé ce premier épisode, c'est ça ? Absolument, en fait, l'idée, c'était de pouvoir faire la série qu'on avait vraiment envie de voir sans contrainte audiovisuelle, enfin, sans contrainte de diffuseur, en fait. Donc l'idée, c'était de pouvoir la financer seule et de pouvoir être le plus libre possible dans son exécution. Donc l'idée, c'était vraiment le maître mot de ce pilote, c'était le plaisir. Donc l'idée, c'était de s'amuser, de se faire plaisir. Et en combien de temps vous l'avez tourné, ce pilote plaisir ? On devait le tourner, on l'a tourné en une journée, on devait faire genre 10h, 18h, quoi. Mais finalement, ça a été plus un 10h, 2h du matin. À cause du montage, j'imagine, en post-prod notamment ou... Non, pour le tournage, c'est parce qu'en fait, Kian et Bruno se sont vraiment amusés, ont essayé énormément de choses. Puis on a eu la chance d'avoir plein de comédiens qui étaient au top et qui étaient extrêmement impliqués aussi, et puis une équipe technique à fond avec nos réalisateurs. Et donc, ce premier épisode, ce pilote, vous l'emmenez tout de suite à Canal+, ou vous avez fait plusieurs diffuseurs avant de signer avec Canal ? Non. Moi, j'étais déjà en production d'une autre série qui s'appelait Les deux mecs qui bossent à Canal, avec Ben et Jonathan Cohen. On avait tourné des épisodes. Et puis, lors d'un rendez-vous pour ce programme-là, j'avais le pilote de Bref dans mon iPad. Et donc, je l'ai montré à Christelle Graillot à l'époque et à Ariel Saraco, qui l'a vu le jour même. Et donc ça a été les tout premiers. Et je me rappelle très bien des mots d'Ariel, la directrice des créations originales de Canal, qui m'a dit « Tant que t'as pas notre réponse, ne le montre à aucun autre diffuseur. » Ah oui, donc c'était quand même positif. En général, c'est bon signe, oui. Mais ça ressemble presque à un conte de fées. On a l'impression, raconter comme ça paraît simple. Alors que j'imagine qu'en fait, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Oui, mais en fait, on se rend compte que
tout ce qui s'est passé avant, toutes les rencontres, toutes les plantades même qu'on a fait avant, en fait, ça a servi, ça a permis que ce projet-là se fasse de manière très naturelle et très fluide. Donc oui, c'est un peu comme un conte de fées, oui. C'était presque plus une évidence grâce à toutes les plantades que vous avez eues, comme vous dites. Complètement. Et alors, est-ce que le pilote, c'est le premier épisode qu'on découvre en août 2011 sur Canal+? Absolument, tout à fait. Il n'y a rien qui a été changé. Il y a eu, la fin, je crois, a été un tout petit peu raccourcie, Ouais. le payoff, mais mis à part ça, le montage est resté identique, oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert ce premier épisode terminé? Vous vous en souvenez? La première fois que je l'ai vu Ouais, monter, terminé, achevé, monté. j'ai eu une grande émotion. Je me suis dit que c'était quelque chose de nouveau que j'étais en train de voir là. Vraiment, c'est-à-dire que les réalisateurs Kian et Bruno m'ont montré ça et je me suis dit mais c'est incroyable, c'est extraordinaire. Mais alors, est-ce que, quand vous dites c'est incroyable, extraordinaire, est-ce que vous imaginez le succès que ça va être? Parce que ça a été assez rapide quand même. Très vite, la série a été identifiée, a été vue notamment et partagée sur les réseaux sociaux, ce qui était une des premières séries quand même à avoir ce succès-là en dehors d'un diffuseur classique. Est-ce que vous le pressentiez? On peut jamais prévoir ça, Ouais. jamais. Non, on est juste très très heureux d'avoir fait cette série et on est très fiers de cette série. Quand on la montre même à nos amis au début, avant de la montrer même à Canal, on montrait le pilote à des amis, on était très fiers de la présenter. Et ils étaient bluffés, les copains? Ils étaient contents, ils trouvaient Ouais. ça super, quoi. Ils Ouais. trouvaient ça... Vraiment, en général, ils demandaient à le revoir une fois, deux fois, donc c'était plutôt bon signe. Après, le succès, on peut jamais le prédire. Et pour le coup, j'avoue que jamais on aurait pu imaginer un tel phénomène, quoi. Oui, un phénomène, parce que vous avez été, ce que je disais dans l'introduction, c'est que vous avez été copié aussi, parodié beaucoup, mais copié, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont essayé de reprendre le rythme bref, et c'est quand même très compliqué parce que c'est une exigence d'écriture, j'imagine, et d'adéquation avec le rythme que vous voulez donner en termes de montage. C'est quoi? C'est une horlogerie suisse, en fait, C'est chaque épisode? C'est complètement une horlogerie suisse. On a Kian qui a l'oreille absolue et qui a un sens du rythme extraordinaire. Donc c'est lui qui va vraiment faire que chaque son va être au bon endroit. Et pareil pour Bruno au niveau de l'image. C'est-à-dire que vraiment ils sont complémentaires à eux deux. Donc c'est de l'horlogerie, c'est de la dentelle, je dirais. Ouais, Complètement. est-ce que oui, je trouvais qu'en re-regardant des épisodes, j'avais l'impression d'écouter et de regarder quasiment une partition de musique. C'est-à-dire qu'il y a des refrains, il y a des couplets, il y a des ponts aussi entre les épisodes. On voit qu'il y a une construction, même dans ces 3 minutes-là, il y a quand même une construction. Est-ce que vous savez... Et alors c'est marrant parce que vous me dites qu'il a l'oreille absolue, Kian. Est-ce que c'est ça? C'est conçu comme un morceau de musique? Je pense que oui. C'est-à-dire que c'est un grand musicien, en fait, Kian. Il joue de plein d'instruments et de l'alto en premier lieu. C'est un grand joueur d'alto. Et On n'aurait pas dit ça tout de on suite, aurait hein, quand pas- même. ouais, c'est pas le premier truc Je qu'on suis se un peu dit quand on le voit. surprise. Ouais. Mais je pense vraiment que oui, il a, avec Bruno, évidemment, ils ont construit la série comme une musique. C'est du papier à musique, quoi. Ouais. Réellement, complètement. Ouais, Et tout à alors, fait. quels sont les épisodes qui vous ont particulièrement marqué? Je sais que c'est difficile, mais il y en a bien un ou deux qui sont dans votre panthéon des épisodes préférés. C'est très difficile de répondre à cette question Ouais. parce que c'est comme choisir quel est votre enfant préféré. Ouais. Tous, mais disons que le pilote naturellement. Puisque, J'espère que vous n'avez pas 82 enfants, hein, parce que sinon ça va faire beaucoup à gérer. Hein. à ma connaissance en tout cas. Mais en tout cas, le pilote naturellement était quelque chose de très fort parce que même lors de ces diffusions, on était avec Kian et Bruno, on était dans les studios du Grand Journal et puis on était collés à un mur à attendre la diffusion. Michel Denisot qui introduit le truc et puis nous on est là et on est pétrifiés de peur, quoi. Donc vraiment en termes d'émotion, alors que on avait fait ça dans une chambre, on voyait tout le parcours jusque-là. Ça, c'était vraiment émotionnellement très fort. Et d'un point de vue artistique sur la saison, je dirais que les épisodes un peu émotionnels, par exemple, bref, on était des gamins. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, à chaque fois, c'est très bizarre, mais ça m'apporte une grande émotion, quoi. Alors que je l'ai vu vraiment des centaines de fois, évidemment. La première fois qu'on n'a rien fait ensemble, on n'a rien fait. Mais c'était bien, parce qu'on était amoureux. Les 10 fois suivantes, on s'avouait des trucs. En fait, dans ma tête, des fois, il y a une voix qui va vite. La 11e fois, on a rigolé. Et puis un jour, viens, on fait une cabane. On a fait les gamins. Bonjour madame, c'est très beau chez vous. C'est pas chez moi, c'est chez l'ours. Je peux vous dire ce qui est écrit sur ma feuille qui est sous mes yeux. Avec grand plaisir. J'ai une prédilection, donc quand je dis j'ai, c'est moi, en l'occurrence, pardon, je parle de moi. J'ai une prédilection pour On était des gamins. Oui. Et celui, j'ai grandi dans les années 90. Ah oui, Voilà, parce que ça touche à la nostalgie, en fait. complètement.
J'ai payé Internet à la minute. Pendant toute ma sixième, j'ai fait toutes les répliques de la Cité de la Peur. On n'attend pas votre sœur? J'avais une banane 3 poches avec à l'intérieur ma Game Boy, mes jeux, mes images Panini. Il y avait une 4e poche secrète dans laquelle j'avais mis mon portefeuille à scratch. Dans mon portefeuille à scratch, j'avais une carte téléphonique, une carte de détective Mickey Mystère et un permis de conduire spécimen. Et dans le portefeuille à scratch caché dans la poche secrète de ma banane, il y avait une poche secrète. Et dedans, il y avait toute ma fortune, 2 billets de 20 francs. J'ai guetté le générique Joyeux anniversaire de Dorothée le jour de mon anniversaire et j'y étais pas. Pendant toute ma 5e, j'ai fait toutes les répliques de la Cité de la Peur. Barrez-vous, con de mime là. Je me disais que quand je serais adulte, ma vie serait comme dans Hélène et les garçons. C'était une volonté de votre part de pas être que dans le gag finalement et de faire quasiment... En fait, bref, c'est vraiment une série en tant que telle. Vous l'avez conçue, vous la concevez comme ça. Complètement, c'est une série, on s'était dit au départ, ça serait bien que les gens qui regardent un épisode au hasard s'amusent et trouvent ça vraiment cool, mais que le public et les gens qui regarderaient du premier jusqu'au dernier épisode, vraiment, est une histoire à découvrir avec un début, un milieu et une fin, avec un héros, avec des vraies arches narratives. Donc oui, il y a une réelle histoire dans Bref. Et ça a été un travail, un exercice assez complexe à mettre en place. Et Kian et Bono, là-dessus, ils ont été très forts parce qu'ils ont réussi à la fois à être très divertissants dans chaque épisode et en même temps de pouvoir tirer des arches narratives qui vont se suivre sur une saison entière. Et ça a été très bien fait, vraiment. Est-ce que vous savez pourquoi votre personnage n'a pas de prénom ? C'était une volonté de votre part ou vous vous êtes disputé sur le choix du prénom avant ? Je crois qu'il y avait un réel souhait d'identification pour le maximum de gens. Donc, c'est-à-dire que, à partir du moment Ah où oui, il de a ne pas avoir de prénom. Ah ouais, en fait, tout le monde pouvait s'identifier. Ouais, donc ça s'appelle Jeu, quoi. Ah, c'est pas bête, j'avais pas pensé à ça. Ah oui, c'est très bien. Alors, est-ce que tout s'est fait beaucoup en post-production, comme on dit, où le plan de travail initial était tellement précis que, au fond, la post-prod, c'était presque la musique qu'on collait sur les images? Tout ce que vous voyez à l'image, ça a été tourné, mais pas beaucoup d'autres choses ont été tournées de plus. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que déjà, dès l'écriture, c'était extrêmement précis. Ça vous permettait de ne pas perdre de temps non plus aussi avec des tournages trop longs? Ouais, on avait tellement de choses à tourner. En vrai, on avait un plan de travail qui équivalait à celui d'un énorme long métrage. En fait, à chaque fois, on a eu 3 sessions de tournage, 2 sessions de 40 et une de 2 épisodes. Et chaque session, c'était vraiment énormissime, vraiment. Et alors d'ailleurs, vous dites énormissime, mais à tel point que je ne mesurais pas, vous étiez combien sur le tournage de Bref? Parce qu'on a l'impression que c'est 3 minutes fait entre copains, et vous êtes combien de personnes? Pour l'équipe technique, on n'était pas tant que ça, mais on était quand même une bonne trentaine à peu près. Ouais. Et puis après, il y avait une centaine de comédiens, 200 figurants, 40 lieux de tournage différents par session. Donc, c'était vraiment énorme, vraiment. C'est plus lourd qu'une fiction lourde. Ouais. Donc ça n'a pas l'air comme ça. D'ailleurs, on est très heureux que ça ait l'air cool. Ouais. Mais en amont, c'est énormément de préparation. C'est quasi militaire, hein, vraiment. C'est-à-dire que même la direction financière de Canal, quand ils sont venus nous voir sur le set, ils ont vu le plan de travail et ils m'ont dit « Mais Harry, t'es complètement fou ». Parce que ça, c'était de votre ressort, le plan de travail. C'est vous qui organisiez tout ça, en fait. C'est ça votre travail de producteur? Parce que les gens qui nous écoutent ne comprennent pas forcément ce que ça signifie être producteur d'une série comme Bref. Mon travail, c'est entre autres ça. Enfin, en fait, disons que je suis un peu garant de la série à mon niveau. C'est-à-dire que il faut que je trouve les moyens de faire en sorte que la série soit le plus fidèle à l'imaginaire des réalisateurs, des auteurs-réalisateurs, Kian et Bruno. Donc, quand ils écrivent des choses, il faut que je me dise ok, comment on va réussir à trouver cette solution pour faire amener ce kayak dans un appartement alors qu'il va durer une séquence de 2 secondes, quoi. Et c'est ce genre de choses-là, c'est à chaque fois des défis. Mais vous les avez un peu maudits parfois avec certaines... j'allais dire exigences, c'est pas des exigences, mais c'est ce qui était marqué dans le scénario. Vous avez dit non, là, ils vont un peu trop loin ou pas? Honnêtement, jamais. Non, en fait, c'était tellement incroyable que je me disais, mais chaque truc qui était fou, je me disais, mais en fait, on va y arriver. On va trouver une solution. Le truc le plus fou, à part le kayak à monter dans l'appartement? Ouais, je crois que ça a été de reproduire New York, le truc le plus fou. Ça a été de reproduire New York, donc c'était, je crois, la dernière scène qu'on a tournée, une des dernières scènes qu'on a tournées. Et on a trouvé un coin en repérage dans le 13e, vers les nouveaux quartiers du 13e. On a amené du mobilier américain, new-yorkais, spécialement, un taxi new-yorkais. Et puis en VFX, derrière, on a mis des fonds... voilà, de la brume. Enfin, voilà, vraiment, l'idée, c'était de refaire New York. Ça a été vraiment un défi fou et je crois que ça fonctionne bien en plus. Est-ce que c'est l'épisode où votre personnage qui s'appelle Jeu, donc, retrouve son plan cul?
Marla. Marla. Oui, c'est ça, C'est exactement. ça, hein, Tout il à fait. s'imagine dans une comédie musicale américaine. Tout à fait, c'est ça. Je suis aussi passé devant le trottoir sur lequel on s'était endormi. J'ai continué à courir. Je me croyais à la fin d'une comédie romantique où le mec court retrouver la fille qu'il aime. Marla! Marla! I'm back. You're such an asshole. Ça allait être incroyable. Est-ce que vous avez dormi pendant cette année de Bref? Parce que Bref, ça n'a duré qu'un an en fait, mais ça nous a bien marqué. Mais est-ce que vous avez dormi? Je me suis posé la C'est question. une très bonne question et je peux répondre vraiment de manière très très tranquille par la négative. C'est vrai, ouais. Ni Kian, ni Bruno, ni moi n'avons dormi pendant une année, c'est sûr. Mais alors, est-ce que vous aviez déjà pensé, dès le départ de la série, que vous alliez faire 80 ou 82 épisodes et que ça serait comme ça et que vous arrêteriez à la fin? Oui ou non déjà sur cet aspect-là? Non, pas du tout. En Ouais. fait, à la base, on avait signé pour 40 épisodes uniquement. On devait être diffusé que le week-end sur Canal+. Donc 40 épisodes signifiait une saison. Et rapidement, en fait, juste avant la diffusion, on nous a dit qu'on allait diffuser dans le Grand Journal. Et donc c'était 2 à 3 fois par semaine. Donc ça signifiait qu'il a fallu reproduire rapidement de nouveaux épisodes. Donc on a reproduit 40 épisodes rapidement. Et on s'est rendu compte au cours de la deuxième session de tournage que, artistiquement, on avait quand même pas fait le tour, mais disons qu'on avait dit ce qu'on avait à dire, on va dire. Et donc on a voulu conclure avec deux derniers épisodes pour conclure la série, donc 82 épisodes, mais c'est vrai que ça n'a jamais été conçu comme une série à plusieurs saisons. Alors, le format court en question, il ne peut pas avoir une faiblesse en termes d'écriture, ni en termes de rythme, ni en termes de réalisation. Est-ce que pour vous, c'est l'exercice le plus difficile en fiction, ces formats courts? Ou au fond, c'est le format qui vous plaît et vous ne vous posez pas plus de questions que ça? Je me suis rendu compte que c'était effectivement le format le plus complexe à faire, parce que rien ne doit être laissé au hasard. Chaque plan, chaque seconde doit raconter quelque chose, chaque accessoire signifie quelque chose. Donc, pour moi, ça a été la plus belle école pour la suite, de démarrer avec ça. Moi, je pensais à la base que c'était le plus simple à faire, Ouais. parce qu'il y avait des enjeux financiers qui étaient moindres, et donc c'était possible de faire un pilote, d'aller le présenter à des chaînes. Mais je me suis vite rendu compte qu'une fois que j'étais dedans, c'était extrêmement exigeant, et c'est une école extraordinaire pour le coup. Mais alors, vous êtes un peu maso parce que vous, Harry Torgman, vous êtes en train de me dire que c'est extrêmement difficile, mais vous en avez produit avant des formats courts, vous en avez produit après. Et je vous dis ça parce que vous avez donné naissance à un format court comme Bloqué, que j'aime beaucoup, et à une short comédie qui, pour moi, relève du génie, à mon sens, c'est Serge le Mito. Il y a plusieurs points communs avec Bref. À mon sens, le sens du rythme, évidemment, mais du récit aussi, parce que les personnages évoluent, il y a vraiment des arches narratives, et Serge le Mito, comme Bref, possède un épisode final pour lequel voilà, j'ai un petit coup de cœur. Celui de Serge le Mito, porté par Jonathan Cohen face à Isia Higelin, qui incarne sa petite amie, est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il est bon le film, putain. T'as vu Bruce Willis comment il défonce? Oui, la scène de la chaise. Non mais la scène sur la chaise, quand avec le cyanure, quand il dit vas-y, bouffe-le, bouffe-le. Trop bien. Mortel le gars. Là tu l'as bien fait hein. Bon après voilà, bon, ça se passe pas comme ça dans les services secrets péruviens. Hein. Moi j'ai été là-bas. Hein. Tu sais que c'est un autre délire. Hein. C'est vrai hein. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Mais arrête quoi? Arrête. Arrête les histoires, les trucs, là, arrête. Quoi? Vous savez quoi, Harry Torgman? Serge le Mito, c'est quand même une série qui est là pour nous faire rire, et nous faire rire vraiment très fort. Mais cet épisode-là, il m'a fait pleurer. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez cet extrait, justement, de Serge le Mito? Waouh. Déjà beaucoup de nostalgie, parce que Ouais. c'est vrai que pendant le tournage même, je crois que c'est une des premières fois avec Bono et Kian, on est derrière le combo et on a les larmes aux yeux aussi. On est quasiment en train de pleurer. C'était tellement criant de sincérité, de vérité. On a deux comédiens d'exception hein, ici. Hein. Isia Higelin et Jonathan Cohen, qui ont laissé transparaître tellement d'eux, en fait, tout simplement, qu'on l'a vu, on l'a capté, on n'a pas fait tant de prise que ça de cet épisode. Et beaucoup d'émotions, et puis beaucoup d'émotions aussi de voir que après ça, Jonathan Cohen a enfin eu la popularité nationale qu'il méritait, parce que vraiment, il méritait. Nous, ça fait longtemps qu'on le connaît, et on se dit, mais c'est un comédien extraordinaire, et pourquoi il n'est pas en haut de l'affiche? C'est certain qu'il doit être en haut de l'affiche.
on est très heureux de l'avoir aidé un peu à ça. Mais de toute façon, voilà, le talent chez lui est incroyable et ce n'est vraiment que tellement mérité. Mais alors, parce qu'au départ, Serge Mito, c'est un personnage de Bloqué. Il vient s'incruster sur le canapé de Bloqué. Est-ce que vous imaginez tout de suite écrire ce qu'on appelle un spin-off dans le langage des séries, c'est-à-dire une série écrite pour ce personnage-là ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, même les personnages de Bloqué viennent théoriquement de Bref. Oui. Puisqu'on avait fait pour les 30 ans de Canal un Bref spécial où on fait venir Orelsan et Grinch sur un canapé. Et c'est de là d'où naît l'idée de Bloqué. Et dans Bloqué, on fait venir Jonathan Cohen avec ce personnage inventé de Serge. Et à jamais de la vie, on imaginait à la base que ça allait être un spin-off. On a créé un spin-off de Serge, de Bloqué, du coup, avec Serge Le Mito. Et c'est vrai que quand on a mis en place Serge Le Mito, on avait aussi à souhait de créer un réel personnage pour Jonathan, réellement sur mesure. Parce qu'au final, Serge Le Mito, c'est Jonathan Cohen, sans les mythos. Voilà, avec les mythos. Avec les mythos. Voilà, c'est ça. Mais c'est Jonathan, voilà, on l'a tellement vu en soirée nous raconter des histoires, on était tellement pliés en quatre que voilà, quand on le voit là-dedans, on est heureux. Tout est disponible évidemment, tout est sur YouTube, tous les épisodes de Bref, tous les épisodes de Bloqué, de Serge Le Mito, allez-y parce que vous allez vraiment beaucoup rire. À l'époque, quand vous produisez tous ces programmes courts, ces short comédies, comme on dit, Harry Torgman, est-ce que vous aviez des références en matière de séries ? Oui, moi c'était vraiment la comédie anglaise. Ouais. Donc The Office. D'accord. En particulier Ricky Gervais, tout le travail de Ricky Gervais qui est un peu un dieu pour moi, et puis aussi Larry David aux États-Unis avec Curb, ce genre de série-là. C'est de l'humour, moi, qui m'éclate vraiment. C'était très compliqué d'importer ça de toute façon en France, que c'est un humour très anglais, très, très particulier, presque. Pour Larry David, c'est un humour presque juif américain, new-yorkais. C'est l'auteur de Jerry Seinfeld. Donc, la série est disponible sur OCS et je vous la recommande parce qu'elle est extraordinaire. Je suis bien d'accord avec vous. Donc vous aviez ces modèles-là en fait en tête. Moi, c'était ce que je regardais. Vos références, voilà. Mais après, pour Bref en particulier, quand Kian et Bruno ont créé ça, je crois que leur référence c'était plutôt des références filmiques. Clapiche, ce genre de références-là qui étaient pour un peu des maîtres. Il était question d'un long métrage à la fois pour Bref, d'un long métrage pour Serge Le Mito. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Là, je m'adresse vraiment aux producteurs. Pour Bref, non, c'est pas d'actualité. Voilà, avec le temps qui passe, on a d'autres priorités, non peut-être. Exactement. On a fait 82 épisodes et c'était vraiment magnifique. Pour Serge, on a démarré le développement d'un long métrage pour Serge Le Mito. Et c'est vrai que les talents autour de la table entre Kian, Bruno et Jonathan, maintenant, qui sont tellement pris, et voilà, Jonathan qui est quatrième rôle d'Astérix, là, c'est incroyable. On va quand même essayer de trouver un moment pour caler quand même ce Serge Le Mito, le film, qui nous ferait plaisir de faire vraiment. Voilà, vous n'êtes pas fâchés, c'est juste une question d'emploi du temps. Voilà, mais c'est compliqué quand même. Alors, à quoi vos journées, à vous, Harry Torgman, elles ressemblent en ce moment ? Elles sont très différentes les unes des autres, ce qui est quand même génial. C'est beaucoup de développement. Là, on fait beaucoup de documentaires, on fait aussi de la fiction, on développe aussi beaucoup de fiction, mais un peu plus longue que du programme court désormais, plus du 26, du 45, du 52. Voilà, Plan Cœur sur Netflix, c'est vous ? Absolument, saison 2, épisode spécial, saison 3, absolument. Et puis des documentaires, effectivement. On avait fait à voix haute à l'époque. Extraordinaire documentaire qui est toujours disponible sur Netflix, que je vous encourage à aller regarder, qui est un film qui évoque le concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis, qui est un formidable film. Et vous avez des projets aussi en documentaire ? Oui, on a plein de projets en documentaire. Un en particulier qui nous tient particulièrement à cœur, évidemment, c'est un film qui s'appelle Rosie, qui sera distribué par Gaumont. Donc c'est un des premiers films documentaires distribués par Gaumont. C'est assez extraordinaire, l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Marine, qui a été diagnostiquée d'une sclérose en plaques à 21 ans, et au lieu de prendre un traitement, elle décide de partir à l'autre bout de la planète et de traverser 3 pays pendant 9 mois, toute seule avec son sac à dos. 3 continents ou 3 pays ? 3 pays, elle a fait la Nouvelle-Zélande, la Birmanie et la Mongolie pour aller se découvrir pendant 9 mois, et c'est vrai que le film est quand même particulièrement émouvant, et je crois pas qu'on puisse sortir du film indemne. Ouais.
Pour quand c'est pour le cinéma et c'est à quelle période à peu près? Vous avez déjà une date? A priori, on sera aux alentours de janvier 2022 pour Rosie. Moi, j'espère qu'on en reparlera. La question la plus difficile, c'est maintenant, Harry Torjman. Quelle est pour vous la série française marquante de ces dernières années? C'est tellement dur de répondre à cette question. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas bien, en fait. Bien C'est sûr. ça qu'il faut expliquer. Nous, Non, on n'est non, pas là bien pour sûr. faire des classements, mais c'est Bien vrai sûr. qu'on a souvent des séries qui nous ont un peu plus marqué que d'autres. Ouais. Je peux en citer 2 ou pas? Oui, vous avez Ok, le droit d'en génial. citer 2. Génial. En fait, j'ai terminé il y a un mois Le Bureau des légendes. Ah, vous Que- avez que je- découvert tardivement, Ouais, en fait. j'avais Ouais. pas vu, en fait, tout le monde m'en parlait. Et j'ai été complètement scotché par cette série. Et je trouve que c'est absolument brillantissime à tellement d'égards. Je sais pas quoi dire. C'est vraiment très, 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 très bon. Donc, je la mettrais quand même vraiment très, très en haut dans le classement. Et puis 10% quand même, qui a Ouais. été aussi tellement agréable à regarder, tellement bien écrit, tellement bien joué. Et puis de ce que ça raconte sur la nature humaine, j'ai trouvé que c'était quand même vraiment particulièrement élégant, vraiment. Alors, on continue à le répéter, mais bref, et Serge le Mito et Bloqué, tous les autres programmes que vous avez produits sont disponibles sur YouTube. À voix haute, c'est sur Netflix. Plan Cœur, c'est sur Netflix aussi. Et on continue à vous suivre. Merci infiniment, Harry Torjman, pour cet entretien. Merci à vous. Merci. Tout au long du mois de juin, Série-Land se met à l'heure de Série-Série, les rencontres de Fontainebleau qui fêtent leurs 10 ans d'existence. Du 30 juin au 3 juillet sont prévues des projections, des masterclass et des rencontres avec celles et ceux qui font les séries. Toutes les informations sont disponibles sur le site sériesérie.fr. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Série-Land pour un nouvel entretien autour d'une série française qui a marqué cette décennie. Série-Land est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot, préparé en coulisses par Magali Buteau, Clémence Olivier et Salomé Journeau.